Alors, ce soir, c'est une web radio très intéressante. Bonsoir à nos auditeurs et auditrices. Merci, Gabrielle. Alors, très intéressante parce qu'on va parler de l'assurance et de l'assurance des copropriétés horizontales et on va aussi vous expliquer qu'est-ce que c'est des copropriétés horizontales. Donc, ce soir, on a avec moi pour répondre à vos questions, naturellement, je vous présente le partenaire de la soirée, Gaudreau Assurance. Merci à Gaudreau Assurance. Ceci étant, Gaudreau Assurance assure énormément de copropriétés et tout type de copropriétés. Donc, faites appel à l'équipe de Vincent qui sont ultra dynamiques dans le marché actuellement. Donc, ça m'amène à vous présenter mes collaborateurs ce soir. Donc, naturellement, Maître Yves Jolicoeur qui est avec nous. Bonsoir, Maître Jolicoeur, vous allez bien? Bonsoir, écoutez, ça va très bien, merci. Merci d'être là ce soir encore. Et avec nous, Vincent Gaudreau de Gaudreau Assurance. Alors, bonsoir Vincent. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Alors, ce soir, les deux invités qui m'accompagnent avec notre super Gabrielle à la technologie, les deux invités qui m'accompagnent ce soir, on va démarrer la rencontre ce soir en expliquant exactement c'est quoi une copropriété horizontale. Et je vais diriger ma question vers Maître Jolicoeur parce que je pense que des fois, c'est mal compris ou mal saisi. Il y a différents termes parfois qu'on entend dans le marché, mais ce soir, on va vraiment se concentrer sur celle qui est horizontale et non pas par phase. Donc, Maître Jolicoeur, c'est quoi une copropriété horizontale? Une copropriété horizontale, c'est une copropriété qui est établie sur un terrain qui fait en sorte que du nadir, donc de la boule de feu du nadir jusqu'au zénith, vous êtes propriétaire à 100% de votre terrain. Donc, vous êtes donc propriétaire de votre toiture, des fenêtres, etc. Alors, c'est vraiment une différence appréciable avec les copropriétés qu'on connaît généralement, qui sont les copropriétés de type vertical, que vous achetez dans une tour d'habitation de 6 étages. Là, à ce moment-là, on est en verticalité. Et la verticalité fait en sorte que généralement, les murs, les fenêtres, la toiture sont des parties communes. Donc, c'est vraiment une des grandes différences entre les côtés horizontales et verticales. Il s'est développé, Valérie, depuis plusieurs années, beaucoup de projets de copropriétés dites horizontales où les gens achètent, somme toute, une maison qui peut être en rangée. Des fois, on a des projets où les maisons sont distancées. Donc, il y a toutes sortes de façons pour faire les copropriétés horizontales. C'est évident que dans ces projets-là, le sentiment d'appartenance à une copropriété tout court, il est plus ou moins là. Parce que dans le fond, la différence, on ne rentre pas avec notre clé dans le hall d'entrée, puis on prend l'ascenseur, etc. Donc, les gens sont plus ou moins sensibles à cette réalité-là, mais il y en a beaucoup de ce type de copropriété. Puis même des gens, des fois, ne savent même pas que ce sont des copropriétés horizontales. Je pense notamment aux jumelés. On a plusieurs copropriétés de des jumelés. Il y a 2 maisons jumelées, puis les gens achètent ça, puis ils ignorent complètement qu'il y a une déclaration de copropriété, qu'il y a un syndicat de copropriétaires, qu'il devrait y avoir une assemblée de copropriétaires, un conseil d'administration, même une police d'assurance syndicat. Ils ignorent tout ça jusqu'au jour où ils viennent pour vendre. J'ai eu souvent beaucoup de dossiers où les gens vendaient leur maison jumelée. Puis rendu chez le notaire dit, écoutez, où est-ce qu'elle est l'assurance du syndicat de copropriétaires, le rapport d'évaluation du bâtiment? Je dis, mais de quoi vous me parlez? Avez-vous les procès-verbaux des 3 dernières années du conseil d'administration de que c'est ça? On n'a pas ça. On n'a jamais fait d'assemblée de copropriétaires. Donc, la copropriété horizontale, Valérie, ça passe d'un jumelé avec 2 unités jusqu'à une copropriété horizontale. Il peut y en avoir 300 maisons assujettis à une copropriété horizontale. Donc, ça a toutes sortes de tailles en termes d'unités, mais les gens, il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on est dans un régime juridique différent que celui des tours en verticalité. C'est ça ma prochaine question, Maître Jolicoeur. En fait, est-ce qu'une copropriété horizontale a les mêmes respects des lois qu'une copropriété verticale qui a 8 unités, mais sur 3 étages, dans un petit bâtiment ou 150 unités en hauteur? Est-ce qu'ils doivent faire un fonds de prévoyance? Est-ce qu'ils doivent faire un carnet d'entretien? Est-ce qu'ils doivent faire une valeur assurable?
ça les touche-tu, les copropriétés horizontales? Ben, comme j'ai dit, c'est le même régime de droit, sauf que la mise en œuvre de ce régime de droit-là est différente. Imaginons là, que vous êtes propriétaire du 227, c'est chez vous, là, puis Oui. vous rentrez avec votre clé ce soir, vous ouvrez votre porte. La poignée de porte là, que vous touchez, là, elle vous appartient. Elle est à vous, cette poignée de porte-là, parce qu'elle est à l'intérieur du lot privatif, donc vous êtes propriétaire. Souvent, là, jusqu'à 2-3 pieds devant le perron, là, on est dans le lot privatif. Après ça, on tombe dans le lot commun. Et souvent, même, on a des rues, toute la rue. Les gens ne s'imaginent pas que toute la rue, c'est une partie commune. Mais dans la rue, il y a tout ça quand tu la rue, là. Il y a du gravier, vous allez me dire, mais il y a des tuyaux, la canalisation, il y a des fils électriques, il y a toutes sortes de choses. Donc, les gens disent, ben, à quoi sert un fonds de prévoyance alors que le fonds de prévoyance, il est dédié aux parties communes? Vous me dites, ben, j'ai le cas que la toiture est privative, c'est moi qui dois payer, donc on n'en fera pas un fonds de prévoyance pour la toiture, on n'en fera pas un pour les fenêtres. Oui, mais n'oubliez pas que dans 20 ans, là, quand la canalisation va être finie, puis il va falloir la remplacer, c'est peut-être des centaines de milliers de dollars que vous allez devoir faire parce que vous êtes un peu comme une ville. La ville, quand vous demeurez sur une maison avec des maisons ordinaires, mais c'est la ville qui va venir faire la canalisation. Puis les gens ne s'imaginent pas le coût des infrastructures souterraines. Ils n'ont aucune idée. Puis quand le tuyau casse en plein milieu de la rue au mois de février, appelez pas la ville pour venir réparer votre tuyau d'alimentation en eau, là, parce qu'il est des parties communes, parce que ce tuyau-là est la propriété indivise de l'ensemble des copropriétaires du secteur, géré par un syndicat de copropriétaires. Alors, c'est sûr qu'il y a une déconnexion là, qui se fait là, chez ces gens-là, parce qu'ils ne peuvent même pas s'imaginer qu'ils ont une responsabilité aussi grande que celle-là. Aussi grande que cela, absolument. OK. Mais là, on a vu des belles maisons en rangée qui sont en copropriété horizontale. Ma question pour Vincent, en fait, est-ce qu'on a connu des années difficiles en assurance, en copropriété, tout ça? Est-ce qu'on a les mêmes défis pour trouver des assureurs? Est-ce que c'est moins pire ou est-ce que c'est pire en copropriété horizontale? Ça, c'est ma première question. Puis après, ma deuxième question va être, tantôt, M. Jolicoeur vient de dire, chacun est propriétaire de sa poignée de porte, de la toiture, etc. Est-ce que les gens ont le droit de s'assurer individuellement? Je vais avec deux grosses questions. Deux grosses questions quand même pour commencer. En fait, au départ, pour ta première question, le marché, évidemment, il s'est amélioré dans les dernières années. On a parlé à quelques reprises. C'est moins pire qu'il y a 2 ou 3 ans. En général, pour les syndicats de copropriété, la profitabilité est un peu mieux. Il y a quelques nouveaux joueurs. Donc, déjà, on n'est pas, disons, la crise qu'on a vécue là, il y a 2 ou 3 ans par rapport aux syndicats de copropriété. Ceci étant dit, évidemment, les bâtiments style maison de ville, qui est le plus commun dans évidemment les syndicats horizontaux, c'est généralement des bâtiments à structure de bois. Et évidemment, on voit des syndicats de copropriété horizontales où il y a vraiment beaucoup d'unités. On voit des 50 unités, des 60 unités, ou des fois, c'est 3-4 rues qui sont inclus dans un même syndicat de copropriété horizontale. Mais là, évidemment, ce que ça crée, c'est une valeur importante qui doit apparaître sur les polices d'assurance. Là, mais ça diminue un peu le nombre de joueurs potentiels. Ça prend un joueur potentiel qui est capable de rebâtir pratiquement un quartier au complet si jamais là, il y aura un incendie. Évidemment, ça reste théorique, mais c'est toujours possible. Donc, évidemment, là, ça coupe un peu le nombre d'assureurs. On en trouve, c'est quelque chose qui est... pour ce genre de syndicats, on réussit à trouver des assureurs. Par contre, une chose importante, c'est que des fois, les gens ont des surprises parce qu'évidemment, si vous êtes à l'intérieur d'un syndicat horizontal où vous êtes 60, puis il y a 2-3 personnes et là, tout le monde doit s'assurer sur la même police d'assurance qui couvre tout le monde. C'est de cette façon-là que cette copropriété-là a été structurée. Bien évidemment, s'il y a 2, 3, 4 personnes qui réclament sur la police, puis ça commence à faire de plus en plus de réclamations, ce que ça va faire, c'est que vous allez peut-être payer une prime beaucoup plus importante à cause du voisin de la deuxième rue. Puis ça crée beaucoup de frustration chez les gens parce qu'ils se sentent un peu pris en otage en disant ben moi, je n'ai jamais réclamé. Pourquoi ça me coûte si cher que ça? Parce que mon troisième voisin a réclamé 2 fois pour des refoulements d'égouts, tout ça. Donc, évidemment, ça crée un certain niveau de frustration parce que, comme M. Jolicoeur le dit, les gens n'ont pas l'impression de faire partie d'une communauté, entre guillemets. Et chacun vit dans sa maison individuelle. Évidemment, quand il y a des contre-coups sur leur coût d'assurance, notamment à cause d'autres gens dans le projet,
ben c'est plus difficile. Puis évidemment, quand on a un syndicat qui a des problèmes, c'est-à-dire qu'une fréquence de réclamation, mais là, on a un syndicat qui a des problèmes, mais en plus qui est gros puis qui a besoin d'un assureur qui a beaucoup de capacité. Ça amplifie le problème aussi. Donc, j'ai vu des syndicats de copropriété, là, les primes d'assez importantes parce que justement, on avait un gros syndicat en bois-brique puis qui avait une fréquence de réclamation. Puis l'autre chose aussi, évidemment, les gens ont l'impression qu'on peut vivre dans leur maison, mais quand vous avez un syndicat de 50-60 unités, ce n'est pas des franchises à 5 000. Pas des franchises à 15 000. Ou, là, on peut parler de franchises à 25 000 dans un projet de 50, par exemple, d'un projet de 75. Là, c'est des franchises beaucoup plus importantes que si c'était assuré comme des maisons familiales. Ça aussi, les gens sont surpris parce que là, mais là, mon syndicat a une franchise à 75 000, qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas pensé de faire de fonds d'auto-assurance parce que là, on pensait un peu chacun de notre côté. Fait que, il y a ce niveau de complexité-là au niveau de l'assurance des horizontales. Puis aussi, c'est que il n'y a pas de standardisation. Tu as un immeuble de 10 étages, à peu près tout structuré de la même façon d'un point de vue assurance. Dans le cas d'un syndicat horizontal, c'est qu'on voit beaucoup de différences entre les différents types de syndicats. Des fois, il y en a qu'on assure par exemple, les maisons de ville, il y en a qu'on ne les assure pas, il y en a qu'on assure des rues, on n'assure pas les rues. On voit beaucoup de différences dans ce genre de projet-là. Ça crée évidemment un niveau de complexité, autant pour les gens que pour nous, là, comme courtiers, on reçoit ça. On ne peut pas rien prendre pour acquis dans ce genre de dossier-là parce que c'est presque jamais standard. Là. On voit quelques tendances qui se ressemblent, mais il y a quand même beaucoup de différences. Et par exemple, aussi, dans tout ce qui est villégiature, les syndicats de maisons de ville à Tremblant ne sont pas assurés de la même façon, c'est pas structuré de la même façon que d'autres syndicats. Il y a beaucoup de distinctions là-dedans. Pour ça, il faut être vraiment plus vigilant. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui en assurent la copropriété? Oui, on en trouve généralement. Okay. C'est à peu près les mêmes joueurs qui assurent un syndicat vertical. Okay. Il n'y a pas de syndicat. Puis honnêtement, moi, je trouve, en tant qu'assureur, c'est plus intéressant un syndicat horizontal qu'un syndicat vertical parce qu'en fait, à cause de la gravité et de l'eau. Oui. Évidemment, quand un dégât d'eau au 10e, ça descend sur 9 étages, ça cause un plus gros dégât. Alors que les maisons de ville, ben, il peut y avoir des dégâts, mais la magnitude souvent est beaucoup inférieure pour ce type de syndicat-là. Donc, personnellement, je trouve ça préférable pour une compagnie d'assurance qu'un vertical. Maintenant, pour la deuxième question, qui était, juste être sûr là, que je m'en souviens bien, c'est comment assurer ce genre de bâtiment-là, c'est ça? Oui. Encore là, comme je disais, on ne peut pas rien prendre pour acquis. Il faut vraiment regarder la déclaration de copropriété pour s'assurer qu'on assure les bonnes choses. Parce qu'encore une fois, comme Manchester disait, il y a eu beaucoup de variations dans ces déclarations. Dans certains cas, le syndicat doit assurer toutes les maisons. Quand on parle typiquement de maisons de ville très proches qui partagent les stationnements, souvent ça, il faut assurer ça ensemble. Parce qu'évidemment, on veut éviter que, par exemple, on a une bande de 6 copropriétés, tout le monde est assuré différemment. Celui du milieu, il arrive un feu, tout est rebâti. Celui du milieu n'a pas payé ses assurances, puis il ne veut pas être rebâti, bien là, on va avoir un problème. Évidemment, quand on a beaucoup de proximité, où on partage des stationnements, des choses comme ça, généralement, il faut assurer ça ensemble. Alors que des fois, dans certains cas, pour, par exemple, des unités qui sont plus loin les unes des autres, qui ne partagent pas de stationnement ou les terrains sont privatifs, là, à ce moment-là, ça peut être un peu différent, où là, on va assurer la rue, on va assurer certains, ou par exemple, des lieux communs comme des chalets, des chalets avec des piscines qui appartiennent à l'horizontalité. On va assurer certaines choses. Évidemment, la responsabilité civile, parce que si quelqu'un peut se blesser sur la rue, peut être poursuivi pour ce qui se passe sur la rue. Évidemment, l'assurance administrateur et dirigeant. Absolument. Donc, ça prend pratiquement la totalité des assurances, avec les biens ou non, selon comment ça a été structuré. Mais c'est un syndicat à part entière. Même des fois, on a des syndicats qui gèrent juste la rue. Mais juste la rue, là, ça veut dire que ça prend un carnet d'entretien, ça prend un fonds d'auto-assurance théoriquement. Il faut assurer la rue peut-être pour l'inondation, le tremblement de terre, si jamais il arrive quelque chose. Pour une assurance administrateur et dirigeant, parce que les administrateurs peuvent être poursuivis pour une mauvaise gestion, ça prend une responsabilité civile. Donc, les gens, des fois, ne voient pas nécessairement c'est juste la rue, syndicat, ça gère juste. Non, mais attendez, des fois, il y a des implications à ça. Puis comme Maître Jolicoeur le disait aussi, ça prend aussi un carnet d'entretien, parce qu'une rue, ça s'entretient. Les nids de poules, mais là, on sait, les nids de poules, au printemps, ça arrive, mais les nids de poules, ce n'est pas la ville qui va les régler, mais là, c'est le syndicat de copropriété. J'entends qu'il y a plusieurs villes présentement qui veulent de plus en plus ce genre d'organisation-là, se délaisser un peu de la responsabilité des infrastructures. Donc, il y a des bons payeurs de taxes et si la rue est entretenue par un syndicat de copropriété. C'est ça, donc, pour résumer, Valérie, il n'y a pas de standardisation là-dedans. Il faut vraiment y aller au cas par cas en fonction de la déclaration.
mais ça reste qu'un syndicat horizontal bien entretenu va trouver preneur. Et Oui. la même chose qu'un autre syndicat vertical, mal organisé, mal entretenu, va avoir plus de difficultés à se placer sur le marché. Exact. Puis la prévention, on parle toujours des mêmes choses. Prévention, gestion de son risque, c'est l'entretien évidemment des bâtiments, c'est primordial. Tout à fait. Merci, Vincent. Il y a aussi, j'aimerais peut-être transférer ma prochaine question à Maître Jolicoeur, l'article 1073, Maître Jolicoeur. Je ne sais pas si Gabriel peut nous le partager à l'écran, qui stipule que le syndicat a un intérêt assurable dans tout l'immeuble, y compris dans les parties privatives. Bon, ça, c'est tellement pas compris de pas grand monde, autant en vertical et surtout, j'imagine, en copropriété horizontale. Je vous laisse nous faire une petite explication afin que les gens puissent comprendre un petit peu plus cet article de loi-là. L'article 1073, il s'inscrit un peu dans la mission même d'un syndicat de copropriétaires. On rappelle peut-être quand même l'article 1039 du Code civil du Québec qui prévoit que l'objet même d'un syndicat de copropriétaires, c'est d'assurer la conservation de l'immeuble. La conservation de l'immeuble, ça vise autant les parties privatives que les parties communes. Donc, un élément phare du mandat d'un syndicat, c'est d'assurer la conservation de l'immeuble. L'assurance, ça s'inscrit dans cette mission de 1039 parce que le législateur, depuis 1994, a voulu que le syndicat des copropriétaires ait une couverture d'assurance qui assure, dans le fond, la reconstruction du bâtiment suite à un sinistre. C'est ça qui est l'objectif. Et dans la dernière réforme législative, il est venu préciser que le montant d'assurance doit correspondre à la valeur de reconstruction. Donc, l'intention du législateur, c'est de toujours pouvoir répliquer le bâtiment, même s'il y a une perte totale du bâtiment. C'est ça qui est l'objectif. C'est ce qui est d'ailleurs inscrit. Et le législateur aussi est venu dire, par contre, si vous apportez des améliorations à votre partie privative, vous ou dans le fond vos auteurs, celui qui vous a vendu, bien ça, ces améliorations-là, c'est à vous de les assurer parce qu'on ne fera pas supporter le coût de la prime par vos voisins. Si vous avez des coûts dispendieux dans une copropriété en verticalité, puis vous décidez de mettre des comptoirs en quartz, puis des moulures en or, etc., bien évidemment, c'est à vous à payer le coût de la prime pour les améliorations. Ça c'est le concept juridique qui a été énoncé depuis 1994. On est venu dire également que ça prend d'autres types de couverture en responsabilité civile pour le syndicat, en responsabilité civile pour les administrateurs, le gérant, etc. Donc, c'est l'essentiel du cadre législatif. Bon, maintenant, une fois qu'on a décliné ça en copropriété horizontale, ben, les gens se disent, moi, je suis capable d'assurer ma maison. Ben, comme quelqu'un pourrait dire dans une tour d'habitation, je suis capable d'assurer mon unité. Mon unité. Hein? Bon, mais c'est pas ça que la loi dit. La loi dit, on prend une assurance collective pour assurer en tout temps après une perte la reconstruction du bâtiment. C'est ça qui est l'esprit. Alors, lorsqu'on arrive dans une copropriété horizontale, il y a deux scénarios qui peuvent se présenter. Vous allez, je ne sais pas, à Saint-Adèle, je prends un cas que j'ai à l'esprit, il y a un promoteur qui vend des terrains dans le nord, puis avec un chemin, puis l'accès au lac. Il vous offre là, de vendre le terrain, puis de vous donner la possibilité de construire selon un standard. Mais c'est vous, Valérie, qui décidez de construire la maison. Dans des cas d'espèces comme ça, la maison va être considérée comme une amélioration. Elles ne sont pas tous pareilles. C'est vous, après avoir acheté le terrain, que faites la construction. Donc, ça va être qualifié d'amélioration. Quand on ajoute dans un projet de vente sur plan d'un promoteur qui ne vous vend pas le terrain à part, mais qui vous vend le terrain et la maison construite, on ne peut pas venir dire que la maison est une amélioration à moins de distorsionner le texte de loi. Bon, alors, ce n'est pas du tout l'objectif. Il y a certains notaires, malheureusement, qui, dans leur pratique notariale, se sont imaginés cette façon de faire. Ce n'est pas souhaitable, mais c'est tentant parce que, comme l'a mentionné M. Gaudreau il y a quelques instants, les gens aiment ça, gérer le risque. Ils sont chez eux, puis ils ne veulent pas savoir à deux coins de rue si la personne a changé son chauffe-eau. Ils ne veulent pas savoir. Ça ne les intéresse pas. Puis ils comprennent encore bien moins pourquoi ils auraient à payer la franchise d'assurance pour le troisième voisin du coin de la rue
qui n'a pas changé son chauffe-eau. Il dit, je n'ai pas l'affaire, moi, je gère mon risque. Bon. Alors, c'est sûr que ça choque l'esprit des gens dans les copropriétés horizontales. Ça les choque. Et quand on regarde un peu plus près la chose, quand on regarde des projets, surtout des projets de maisons de ville, ben on est bien content que quand le voisin brûle, Oui. il y a un assureur pour reconstruire la maison. Parce qu'imaginez, Valérie, votre voisin immédiat, là, si on prend l'image qu'on avait à l'esprit tout à l'heure que Gabriel nous a projeté, imaginez votre voisin de droite qui passe au feu. Oui. Mais lui, c'est un poète. Puis lui, prendre l'assurance, c'est pas dans son karma. Il n'en a pas pris. Il passe au feu. C'est tout une chose, le feu, là, ça ne s'arrête pas au mur. Là. Ça se promène d'un. Alors, prenons l'exemple de celui qui est au milieu, lui, il ne s'est pas assuré. Il passe au feu, le pompier demain soir arrive, il arrose ça. Puis évidemment, il va un peu arroser chez vous aussi. C'est sûr. Hein, il va arroser. Puis là, qu'est-ce que vous pensez? Vous dites, j'espère que mon voisin a une assurance. Mais il dit, mais il n'y en a pas d'assurance. Puis il n'a pas reconstruit. Moi, je l'ai vécu dans un dossier à Montréal, ça. Il n'y avait pas d'assurance. Ça n'a pas été reconstruit. C'est devenu tellement grave, ils ont été obligés de dissoudre la copropriété, ils venaient de fin. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Puis les voisins, là, ils ne peuvent pas les reconstruire, le voisin. Puis en plus, s'il y a une hypothèque là, sur la propriété de votre voisin, même si votre voisin a pris une assurance, imaginez que votre voisin, il est mal commode avec son prêteur. Donc, votre voisin, il oublie de payer ses versements hypothécaires puis il passe au feu. La loi permet aux prêteurs hypothécaires d'exiger de l'assureur l'indemnité d'assurance en cas de feu. Ça se peut, même s'il y a une assurance, que l'indemnité ne servira pas à la reconstruction. Alors, le régime d'assurance en copropriété divise, il a été bâti justement pour empêcher ces situations-là. Parce que lorsqu'on est en perte importante, la loi dit que le syndicat nomme un fiduciaire d'assurance dont sa mission est de recevoir l'indemnité d'assurance. Puis à ce moment-là, ça court-circuite le droit des créanciers hypothécaires de demander l'indemnité d'assurance. Ils perdent ce droit-là. C'est pas un hasard là, que ça a été rédigé, mais ça a été rédigé justement pour sauvegarder l'intérêt collectif d'une reconstruction aussi. Un élément aussi important quand les gens s'imaginent que c'est pas grave s'ils ne prennent pas d'assurance. Je reviens à mon exemple de notre voisin du centre qui a oublié de s'assurer. Et lui, s'il met le feu, puis moi, je passe au feu, puis mon autre voisin passe au feu. Puis tu sais, des quartiers rasés par le feu, là, je l'ai vécu à Boisbriand il y a quelques années, où tout le quartier a été rasé par le feu. Les buildings complets ont été rasés par le feu. Donc, ce n'est pas dans l'imaginaire, c'est des cas réels de terrain. Bien, juste que vous sachiez que le voisin qui a mis le feu, lui, va se faire poursuivre par les assureurs des voisins qui ont indemnisé leur assuré. Parce qu'ils ont le droit à la subrogation. Ils vont tous se retourner contre le propriétaire du centre en disant, moi, là, j'ai payé 600 000 pour la reconstruction de la maison de M. Gelcar, puis l'autre voisin, un autre 600 000 pour la reconstruction de Mme Lafleur, sans oublier le contenu aussi. Alors, ça se peut qu'une police d'assurance responsabilité que notre poète a pris au centre, elle ne soit pas suffisante. Donc, il y a double risque, et ces risques-là n'existent pas quand on prend une véritable police d'assurance syndicat, parce que la loi interdit à l'assureur du syndicat d'être subrogé contre le copropriétaire qui était à l'origine du feu, ou encore même des maisons qui font partie de la maison de l'assuré. Donc, le régime d'assurance, le régime législatif d'assurance qu'on a au Québec, là, a été mûrement réfléchi par les légistes. Quand on cherche à le contourner, quand on cherche à faire une fiction juridique, parce que ça ne fait pas l'affaire du promoteur de vendre ça comme ça, parce que ce n'est pas le fun pour un promoteur de commencer à expliquer, bien, vous savez, M. Gelcar, de avoir une police d'assurance syndicale, de que c'est là. Moi, là, vous me dites que je suis un syndicat, c'est quoi cette affaire-là? C'est sûr que c'est moins sympathique que de dire à des gens, vous achetez une maison en rangée, faites votre affaire. C'est juste dans un développement qui ressemble à des condos. Ah! Donc, c'est un peu ça, Valérie, la réalité de terrain qu'on a en copropriété. Mais ça me pose un malaise, peut-être que les auditeurs aussi, mais
l'important dans ça, puis là, la question est un peu pour Vincent, est-ce que quelqu'un qui achète une maison, comme on vient de voir, en copropriété, puis qui n'est pas trop au courant qui a acheté ça en copropriété, l'assureur qui va téléphoner, va-t-il lui poser les bonnes questions pour s'assurer qu'il va lui donner le produit qui convient ou de lui dire c'est impossible que tu sois en copropriété, pas en copropriété. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un, vous savez, des fois, même en vertical, les gens ne comprennent pas tout le temps c'est quoi la copropriété. Fait que j'imagine que c'est encore pire parce que on pense qu'on est chez nous, qu'on partage seulement le terrain. Mais Vincent, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelqu'un qui allume une lumière quelque part? Mais pas tout le temps. Mais la réponse, c'est pas tout le temps. Là, je veux juste dire, je pense que le président de l'Association des poètes a laissé un message, un commentaire sur Facebook pour dire on est du monde organisé, les poètes. Mais pas qu'on se mette du monde à dos. C'est exact. Mais il ne faut pas que Gilles Vigneault nous appelle en disant en disant que son condo est assuré, lui. Exactement. Mon condo est assuré. Félix Leclerc nous appelle aussi. C'est ça. Exact. En fait, mais c'est ça le problème, Valérie, c'est que malheureusement, puis on l'a vu dans les dossiers avec Maître Jolicoeur, où les gens ne savaient pas trop s'il y avait des maisons, des condos, puis ils étaient assurés de plein de façons. Puis je me souviens d'un dossier en particulier, on a demandé aux gens qui nous donnent leur police d'assurance pour voir un peu comment ils étaient assurés. Il y en a qui étaient assurés comme des maisons et il y en a qui étaient assurés comme des copropriétaires occupants. Mais ce n'est pas les mêmes couvertures d'assurance. Ça, c'est important de le dire. Premièrement, évidemment, quand vous appelez votre assureur et que vous lui dites « Moi, j'ai une maison au 228 d'Orval », votre assureur ne va pas vous poser la question « C'est vraiment une maison? C'est une maison de ville? C'est une copropriété? » Il va dire « Parfait, c'est une maison. » En tant que propriétaire, tu dois le savoir. Ils ne vont pas aller plus loin, puis ils vont vous assurer une maison. Oui, mais si, mettons, Vincent, je dis, OK, j'habite au 228 d'Orval, puis j'habite une maison, est-ce qu'on est trois collés ensemble? Il devrait-tu me poser une question? Il ne pose pas nécessairement toujours des questions si des maisons sont continuées à d'autres maisons. Puis en plus, évidemment, de plus en plus, les gens vont faire ça en ligne, un peu tout seul. Malheureusement, l'assurance, surtout pour les copropriétaires ou propriétaires, c'est été standardisé. Évidemment, pour essayer qu'il y ait le moins d'erreurs possible, c'était relativement standardisé. Fait que c'est sûr que les questions ne sont pas toujours posées. C'est un condo, pas un condo, qu'est-ce que vous avez à couvrir, tout ça là-dedans. Fait que les gens qui vivent dans ce type de propriété-là doivent s'informer du genre de couverture qu'ils devraient avoir. Dans le sens où, si c'est une maison de ville standard avec des stationnements, disons, en dessous, là, en dessous des balcons arrière, là, garage commun, passages en dessous des balcons en arrière, là, comme on voit assez régulièrement. Mais là, on sait que ces bâtiments-là sont assurés comme les syndicats de copropriété. Vous, comme propriétaire ou en fait comme copropriétaire, vous devez vous assurer avec un copropriétaire occupant. Donc, vous, ce n'est pas une maison que vous avez, vous avez une copropriété, mais c'est un copropriétaire occupant. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas les mêmes couvertures qu'une assurance maison. Des fois, c'est une assurance, c'est une assurance. Ce n'est pas la même chose. Puis je vais vous donner un exemple. Sur une assurance copropriétaire occupant, vous avez une couverture si votre syndicat manque d'assurance. Vous n'avez pas ça sur une assurance de maison. Non. C'est sûr que si vous êtes un copropriétaire, vous avez acheté une assurance de maison, vous n'aurez pas la couverture insuffisante d'assurance pour votre syndicat. S'il arrive un gros problème, puis votre syndicat il manque d'argent, puis il arrive une cotisation spéciale, ceux qui sont assurés en copropriétaire occupant vont avoir la couverture, ceux qui sont assurés en maison ne l'auront pas. Il y a des subtilités entre les différentes polices. Puis évidemment, si vous êtes un copropriétaire, vous avez dit à votre assureur que vous étiez un propriétaire. Ben, en partant, c'est une fausse déclaration ou c'est une inexactitude que vous donnez à votre assureur. Puis en cas de réclamation, ce n'est pas nécessairement une bonne situation que l'information ne soit pas claire auprès de l'assureur, parce que lui, quand il va arriver en cas de réclamation, on va dire, une minute, là, moi, tu m'as dit que c'était une maison, ça, c'est une copropriété, on ne fait pas les chèques à la même personne, c'est pas du tout la même façon. Puis évidemment, ça peut, dans le meilleur des cas, retarder. Dans le pire des cas, freiner votre indemnité en cas de réclamation. Fait que ça, c'est important que chacun qui vit dans ce genre de propriété-là, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on assure nos affaires communes, est-ce que c'est copropriétaire occupant, propriétaire occupant, puis une fois qu'on le sait, on avise son assureur pour être adéquatement assuré. Donc, et là, je pars de ce que tu viens de dire, mais aussi, je vais envoyer la question à Maître Jolicoeur. Dans le sens, Vincent vient de dire, si j'appelle un assureur, puis je ne lui dis pas que je suis en copropriété, là, je vais jouer la carte de l'innocente qui ne sait pas, fait qu'elle ne peut pas le dire à l'assureur. Maître Jolicoeur, en fait, est-ce que la plupart du temps, quand dans votre pratique, vous voyez que maintenant les gens sont bien informés, les choses sont bien faites? Parce que vous savez qu'on a
certains ratoureux d'un bout à l'autre de la chaîne, du promoteur, un peu des fois du notaire. Et là, je ne veux pas que la Chambre des notaires appelle ou quoi que ce soit non plus sur la ligne, mais dans le sens que si quelqu'un se fait bien expliquer ça, ça se peut que ça soit pénalisant, comme Vincent vient de dire. Mais est-ce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas fait dire les bonnes choses, puis qui ont été vraiment lésés dans le sens où ils sont mal assurés? C'est-à-dire que dès le premier jour de la commercialisation du projet, je ne dis pas que les promoteurs sont malhonnêtes, font toutes des fausses représentations, mais c'est sûr que le devoir de conseil est essentiel dès la signature d'un contrat primaire ou dès la souscription d'assurance. Moi, si j'achète dans un projet en copropriété, puis que le promoteur, je ne sais pas qu'ils ne le font pas, mais qu'un promoteur, malheureusement, ne m'explique pas que c'est un projet de copropriété, puis je l'apprends chez le notaire. Ça m'est déjà arrivé, moi, dans un dossier. La personne achetait une maison, est rendue chez le notaire. Le notaire lui a parlé d'une déclaration de copropriété. La personne dit, qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai pas acheté un condo. J'ai eu un cas comme ça sur le condo. J'ai acheté une maison. Là, vous êtes chez le notaire. Votre camion de déménagement est réservé. Là, vous c'est de l'autre maison. Puis le luxe de dire chez le notaire, je ne jetterai pas parce que c'est une copropriété horizontale, il vient de fondre. Mais M. Gaudreau, il était informé chez le notaire, on lui a dit. Ouais, M. Gaudreau, là, les enfants sont dans la voiture, ils attendent de déménager, puis l'école est déjà choisie. Alors, déjà là, en partant, là, il y a un véritable souci en termes d'information juridique sur la rectitude. Bon, ça, je vous parle de la transaction, Valérie. Oui. Et je vais vous parler également en souscription d'assurance. M. Gaudreau, il y a des choses qu'il n'a pas le droit de dire, mais que moi, je peux dire avec plus de liberté parce que je ne suis pas membre de la Chambre d'assurance dommages du Québec. En assurance directe, là, le déficit d'information, il est souvent chronique. Quand vous appelez un assureur direct sans nommer qui que ce soit, mais c'est assez minimaliste, la communication qu'ils ont. Ils ont un produit d'assurance sur le rayon, c'est celui-là, ou c'est l'autre, c'est le produit B, là. Ils n'arriveront pas avec de la fine explication. Oui, mais Mme Couture, vous me parlez d'une copropriété, d'un immeuble arrangé. Avez-vous vérifié s'il y a une déclaration de copropriété? Ils n'ont pas le temps, là, en ligne directe, de prendre l'explication. Quand il y a des courtiers d'assurance, bien, malheureusement, il y en a plusieurs qui vendent de l'assurance, puis il y en a qui offrent le conseil d'assurance. Alors, des vendeurs d'assurance, bien, ils vont vous vendre un produit, puis il n'y aura pas de conseil. Alors, ça démontre juste une chose, hein. La copropriété, c'est un monde extrêmement complexe en termes juridiques, en termes d'assurance. Le bon produit d'assurance, il est capital. Et si je reviens un peu à l'explication qu'on a quand même formulée, c'est sûr que ça choque l'imaginaire des gens de penser qu'il y a une franchise d'assurance qui vont devoir assumer une partie en raison d'un voisin qui a été négligent, qui a laissé couler le bain, qui n'a pas changé le chauffe-eau. Puis, malheureusement, les administrateurs qui sont sur ces conseils d'administration disent « Oui, mais écoutez, j'ai le cœur, là. Je comprends bien, il faut aller à tous les soirs vérifier s'ils ferment leur bain, puis s'ils font ci, puis ils font ça. » Bien, pas tout à fait, parce que le copropriétaire responsable d'un sinistre, il est quand même imputable, mais il reste quand même que les syndicats, les conseils d'administration des syndicats horizontaux, ils vont devoir gérer des chauffe-eau. Quand le chauffe-eau, il y a 8 ans, là, il va falloir avoir un registre de chauffe-eau parce que peut-être que l'assureur du syndicat va dire, bien, nous, on prend le risque, mais pas des chauffe-eau qui ont plus que 8 ans. Il va falloir tenir un registre. Il va falloir aller inspecter les toitures aussi. Ben oui, j'allais questionner là-dessus. Tu sais, je veux dire, dans une copropriété verticale, au moins, dans la grande majorité, les syndicats en prennent bien charge et tout ça. Mais là, on vient de déléguer cette portion-là importante avec l'enveloppe du bâtiment au privatif, dans le fond, aux copropriétaires. Oui, Valérie, vous avez tout à fait raison. La toiture appartient à chacun des copropriétaires, mais ça ne veut pas dire pour autant que le syndicat n'a pas un intérêt en termes de contrôle de ce qui se fait, parce que c'est l'assurance du syndicat qui prend le risque. Alors, si j'ai un copropriétaire, et là, je ne parlerai pas de poète, mais disons un avocat. Là, un avocat c'est ça. On va prendre celui-là, ça va mieux porter mon chapeau, qui dit une toiture, c'est bon pour 1000 ans, il ne fait rien, il ne surveille pas, et que j'ai un sinistre dans la partie privative,
mais c'est l'assurance du syndicat qui va prendre les dommages conséquentiels. Donc, ça veut dire que malgré tout, les conseils d'administration doivent mettre en place un cas d'entretien, même si ce n'est pas des parties communes, pour vérifier l'état des toitures, vérifier l'état du calfeutrage des fenêtres. Il y a quand même une implication à avoir. Et évidemment, lorsqu'ils vont s'apercevoir que c'est chez M. Jolicoeur, ça coule encore. Le bardeau commence à lever un peu trop fort, ils vont dire à M. Jolicoeur, vous savez, M. Jolicoeur, il faut qu'il soit refait. Il faut savoir que l'article 1066 du Code civil du Québec donne un pouvoir aux syndicats d'initier des travaux dans les parties privatives. Et ce droit-là est codifié. Ce droit-là, on le met en application même dans les copropriétés en verticalité. Oui. C'est un exemple en verticalité, là, les joints de douche, là, ça a l'air de rien, qui sont dans le dos privatif. Les joints de douche qui ne sont pas refaits, là, ça coule. C'est du dommage qui rentre dans les murs. Alors, c'est pas vrai qu'en verticalité, on n'a pas à s'intéresser de ce qui se passe dans le lot privatif. Alors, sauf qu'évidemment, la composante est différente. C'est ça qui est l'enjeu. Donc, Gabriel nous met à l'écran, évidemment, l'article 1066 du Code civil qui nous dit « Aucun copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de sa partie privative, des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble décidés par le syndicat aux travaux urgents. » Alors, vous voyez là, encore comme 1039, ça vise la conservation de l'immeuble, et l'immeuble, c'est autant le lot privatif que le commun. Donc, on a des dispositions législatives qui nous permettent d'intervenir dans les lots privatifs, notamment dans le cas d'espèce, ce serait un exemple, la toiture d'un copropriétaire qui serait négligent de voir au remplacement des bardeaux d'asphalte. Effectivement. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a de plus en plus de domaines comme ça qui voient le jour en copropriété horizontale? On a des développements importants parce que je pense que Vincent Gaudreau l'a soulevé présentement. Il y a certaines villes qui veulent se déresponsabiliser des infrastructures, des rues, etc. Donc, c'est tentant pour une ville, d'autant plus que les normes de construction des rues sont des fois moins exigeantes qu'une rue municipalisée, c'est moins large. Moi, j'ai connu dans le Nord un projet justement à titre horizontal où malheureusement, les gens l'ont su après, ils ne pouvaient plus stationner ces rues parce que la rue n'était pas assez large pour que les camions de pompiers puissent passer en cas d'incendie. C'est toutes des choses qu'il faut regarder en achat. Là. Moi, j'achète dans une copropriété horizontale. La rue qui est là, quand ma visite va venir pour le party de Noël, ils ont-tu le droit de stationner devant la maison? Bien, peut-être que non. Parce que peut-être que le camion de pompier ne passera pas. Puis il y a des largeurs minimales. Donc, c'est quand même à y réfléchir lorsqu'on achète dans une copropriété horizontale. On parle actuellement d'assurance, mais toutes les normes de sécurité, tout l'entretien des égouts, les canalisations, et ainsi de suite. La gestion des rebuts, la gestion des déchets aussi. Est-ce que les villes vont rentrer à l'intérieur des projets pour aller chercher les déchets ou il va falloir payer des entrepreneurs privés faire la collecte? Je vois aussi qu'on oblige dans certains cas de ces projets-là les copropriétaires à avoir de la lumière sur leur terrain. Parce qu'évidemment, tout étant le syndicat, la ville ne met pas de lampadaire. Donc, on oblige les gens à avoir de la lumière. On privatise le quartier en quelque sorte là, avec au moyen d'une copropriété. C'est pas simple. Oui, tout à fait, absolument. Et ça m'amène à me dire, Vincent, on l'a parlé tantôt, on a dit qu'on était sous les mêmes législations qu'une copropriété verticale. Donc, la même chose pour la valeur assurable. On a parlé d'un carnet d'entretien, d'une étude de fonds de prévoyance, que ce soit juste pour la rue ou pour autre chose, tout ça. Donc, évaluation de coût de reconstruction oui, aussi, évidemment, oui. Donc, ça doit quand même arriver avec des grandes valeurs parce que quand on parle de maisons arrangées, tout ça, donc ça aussi, c'est super important que les gens qui sont soit administrateurs d'une copropriété verticale sachent que je dois répondre aux mêmes obligations qu'une assurance pour une copropriété. Je dois faire un fonds d'auto-assurance et toutes les mêmes affaires. Unité de référence aussi. Unité de référence, évidemment, même chose. C'est important. Puis aussi, il peut y avoir quand même des grosses distinctions entre les différentes
phase ou d'un même projet. Donc, ça, il faut que ça soit fait de façon adéquate aussi. C'est exactement les mêmes règles qui s'appliquent pour ce genre de syndicat de copropriété-là. Puis évidemment, des fois, c'est plus difficile de motiver des gens à s'impliquer à l'intérieur de ces ensembles-là parce qu'évidemment, c'est très psychologique, mais les gens n'ont pas l'impression de vivre ensemble. Non. Les gens ont l'impression de vivre chacun dans leur maison. Ils aiment leur quartier, ils aiment peut-être leurs voisins immédiats, mais là, c'est pas ça. Là. Ça peut être une communauté de 40, 50 personnes. Même j'ai vu des projets de 75, des 200 maisons de ville, tout ça. Où là, c'est complexe, ça demande du temps, mais chacun individuellement n'a pas nécessairement l'impression de faire partie d'un syndicat de copropriété. C'est dur de trouver des gens motivés. Puis même, peut-être tu peux nous dire, Valérie, au niveau des gestionnaires, ça représente un défi pour les gestionnaires de trouver un gestionnaire qui veut un projet de 15 unités, une maison de ville. C'est pas tant intéressant pour un gestionnaire, ce genre de projet-là. Donc, si on ne trouve pas personne, il n'y a pas trop de gestionnaires qui veulent s'en occuper. Il peut y avoir des questions intéressantes. C'est effectivement un problème. Valérie, si vous me permettez, on va demander à Gabriel de nous mettre à l'écran. J'ai fait sortir un plan cadastral. Tout à fait. Horizontale. Oui. On va voir le volet plus juridique, à quoi ça ressemble, parce que alors ici, évidemment, là, on n'a pas identifié le nom du projet, même si on est capable de le retracer par les numéros de lot. Mais ça, c'est un exemple d'un plan cadastral horizontal. Alors, vous voyez ici, si je prends un exemple, celui qui est proche à l'écran, on voit le 2 584 030, là, qui est ce terrain-là. Bien, à l'intérieur de ce rectangle, on va avoir la maison. Puis bien souvent, il y a une bande de terrain de gazon qui est dans le lot privatif, puis à l'arrière de la maison aussi, ça va être privatif. Donc, contrairement à ce qu'on voit généralement, tout ce qui est gazonné et partie commune. Et le lot 2 584 011, bien ça va être le lot commun de la copropriété. Donc, il faut comprendre, dans un plan cadastral de ce type-là, que les gens de tout ce secteur-là sont copropriétaires indivis des parties communes, de toutes ces parties communes-là. Ça leur appartient en indivision, mais c'est le syndicat qui voit à la gestion. Maintenant, sur ce plan cadastral, on pousse un peu plus loin, je pense que je ne le vois pas ici. Parfois, on va avoir dans les comités horizontales des plans complémentaires. Je ne sais pas si, Gabriel, vous êtes capable de le descendre. On le voit un peu plus bas, je pense, vers la droite, si on descend sur le plan. Je ne sais pas si on va être capable. Donc, oui, voilà, on l'est. Bon, voilà. Si on prend le lot 2 584 034, on voit qu'il y a des PC, des plans complémentaires. Donc, c'est possible dans ces cas-là qu'on ait dans une côté horizontale une copropriété concomitante. On va passer très rapidement, mais des fois, il y a une mixité dans ces projets-là où on a des déclarations de côté concomitantes, puis un syndicat initial. Donc, il faut faire attention. Puis quand je parle de diagnostic juridique en assurance, c'est ça que c'est le rôle du juriste, là, quand on rentre dans ces projets-là, de bien évaluer la structure juridique du projet pour faire en sorte que les couvertures d'assurance qui vont être souscrites, excusez-moi l'expression, s'arriment bien avec la réalité juridique d'un projet. Alors, c'est compliqué. Quand je dis que c'est compliqué, ce n'est pas à la main de tout courtier d'assurance de voir à implanter, puis je ne suis pas ici pour faire une publicité pour M. Gaudreau, là, mais il y a d'autres bons courtiers d'assurance en côté, sans vouloir enlever le mérite à M. Gaudreau, mais il n'y en a pas beaucoup des courtiers d'assurance qui ont le savoir pour implanter ce type de couverture. Puis souvent, on travaille, nous, avec des courtiers d'assurance pour justement discuter des couvertures du genre de produits qui doivent être mis en place par la complexité juridique de certains montages juridiques. Il y en a là qui sont extrêmement complexes, surtout lorsqu'on parle de la copropriété par phase. Donc, il y a une évaluation qui doit être faite en amont dans ces projets-là et en espérant évidemment que le promoteur ait cette sagesse aussi de se faire conseiller juridiquement sur la nature des couvertures d'assurance à prendre dans des projets comme ça. Mais vous avez dit un terme qui est super important, que c'était une partie qui peut être en individu, tout ça. Vous savez bien, Maître Jolicoeur, qu'il y a 80% des gens qui ne vont pas comprendre du tout ce qui se passe avec ça. Fait que c'est sûr qu'on souhaite que les courtiers qui vendent des projets, comme qu'on vient de voir, avec beaucoup de produits à vendre, soient capables de l'expliquer aux clients pour qu'ils soient capables de s'outiller.
Puis on espère avoir un professionnel au niveau de l'assurance pour être sûr que les gens sont bien assurés aussi parce que ça devient, je veux dire, nous, on est là-dedans à journée longue, puis des fois, on se casse la tête pour comprendre aussi tout ça, démystifier tout ça. Et effectivement, c'est un problème qu'on sent que les gens ne sont pas toujours au courant dans quels souliers ils sont parce qu'ils n'ont pas posé de questions puis ils ne sont pas fait bien expliquer. Moi, Valérie, j'ai connu comme avocat la plus grosse perte de tout l'Est du Canada en copropriété, le Faubourg Boisbriand. Oui. Bon. Moi, je me souviens, je demeure dans cette ville-là, je me souviens un soir, je revenais à la maison, puis j'étais sur l'autoroute des Laurentides et je vois un panache de fumée à la hauteur du métropolitain. Et je me suis dit, écoute, il doit y avoir un feu à quelque part à Laval. Hein. Puis je montais. À Laval. Après ça, il va y avoir un feu à Saint-Jérôme. Puis à un moment donné, c'est le Faubourg qui était en feu, là. On a perdu des dizaines et des dizaines d'unités d'habitation sur, je vous dirais, il y a 6 blocs qui ont été rasés par le feu. Alors, vous savez, quand on dit le feu, des fois, peut faire des dommages conséquentiels. Les gens ne s'imaginent pas lorsqu'ils demeurent dans des projets là, avec haute densification, surtout des maisons arrangées, qu'un soir où ils vendent pas mal fort, tout ça, ça peut finir en poussière. Donc, quand on vous dit ce soir à l'auditoire, soyez prudents ces couvertures d'assurance, il y a peut-être une chance sur 1 million que ça vous arrive. Mais moi, je les ai vécus des bâtiments, j'en ai vu des bâtiments encore l'an passé. Je les ai vus de mes yeux là, fondre devant moi dans un feu. J'étais là quand les bâtiments ont passé au feu, parce que souvent, je suis interpellé parce que je représente des syndicats. La vitesse que brûle un bâtiment en bois brique, c'est fou. C'est fou. Là. Vous voyez les femmes se promener. Alors donc, c'est pas vrai que ces bâtiments-là sont à l'abri d'une combustion collective. De par la proximité, ils sont bien proches ces bâtiments-là. Puis le feu, ça peut sauter d'un pâté de maison à un autre pâté de maison. Et c'est pas juste en copropriété divise. Donc, l'assurance, là, et le bon produit d'assurance, les bonnes couvertures d'assurance, c'est crucial, c'est vital, advenant qu'on ait une perte majeure dans un complexe. Tout à fait. Puis ça m'amène à une question. Peut-être que Vincent, tu pourras dire quelque chose. Je vais juste dire ma question. Quelles sont les conséquences pour des administrateurs dans une copropriété horizontale qui seraient mal assurés? En fait, ils mettent leur patrimoine personnel en risque. C'est parce qu'évidemment, est-ce que l'assurance administrateur et dirigeant, s'il y a des administrateurs et il n'y a pas d'assurance administrateur et dirigeant, c'est déjà en soi un gros problème. Puis aussi, on en a parlé souvent dans les web radios, une des choses qui n'est pas couverte sur l'assurance administrateur et dirigeant, c'est tout ce qui concerne les polices d'assurance du syndicat. Donc, évidemment, si on est administrateur d'un syndicat de copropriété et on néglige de prendre les bonnes couvertures d'assurance, s'il y a une poursuite qui arrive, après ça, votre assureur administrateur ne vous défendra pas. Donc, il va falloir, avec votre argent, que vous payez un avocat pour vous défendre si vous avez mal assuré votre syndicat de copropriété. C'est pour ça, évidemment, que c'était mis en place une unité de référence, fonds d'auto-assurance, l'évaluation professionnelle obligatoire maintenant depuis quelques années au niveau des bâtiments. Tout ça, c'est dans le but d'éviter que les administrateurs soient en problème parce qu'ils assurent mal leur bâtiment. Une fois que vous avez une évaluation, vous avez vos unités de référence, vous avez tout, puis vous faites affaire avec quelqu'un qui connaît ça un peu, vous êtes correct, vous avez fait votre travail comme administrateur. Par contre, effectivement, ces projets-là sont un peu plus complexes. Ça demande à ce que les administrateurs soient peut-être un peu plus vigilants pour s'assurer que les gens à l'intérieur du projet, puis le syndicat a les bonnes couvertures d'assurance avec les bons montants, parce qu'évidemment, ils sont personnellement responsables là-dedans. Là. C'est super important. Je dois peut-être rajouter, on voyait sur le plan tantôt, les assureurs considèrent qu'un risque est sujet, c'est-à-dire qu'eux, ils mettent la valeur au même endroit, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il peut y avoir une réclamation qui touche le même endroit, tant qu'il y a une distance, il n'y a pas une distance de 75 pieds minimum. Merci de mettre la carte. Puis on le voit ici. Dans le fond, on peut penser, mon Dieu, c'est un gros projet, mais si on regarde, là, il n'y a pas 75 pieds de différence. Là, si on suit tout le projet au complet, là, probablement qu'il n'y a pas 75 pieds de différence nulle part. Fait que pour un assureur, ça serait considéré comme une valeur. C'est pour ça que ça va quand même assez vite, l'addition des valeurs, parce qu'évidemment, là, on additionne toutes les différences. Puis là, on peut regarder, c'est deux billets. Mais d'un côté, par exemple, il y a un espace entre les deux, là, on a peut-être 75 pieds, mais de l'autre côté, on n'a pas ça. Puis entre ce bloc-là et l'autre, il n'y a pas nécessairement 75 pieds. Alors, si on regarde la map souvent, puis on essaie de trouver des distances pour dire, en cas de catastrophe, est-ce qu'on a assez de distance? Puis souvent, on ne les a pas.
parce que soit c'est de billets, soit c'est par en arrière ou par des fois des stationnements qui communiquent. Il faut tout mettre ça ensemble dans la même valeur d'assurance. Donc, quand tu dis une valeur, c'est que son risque et que ça tout est en total d'une en fait, pour les assureurs, d'un point de vue actuariel, eux vont déterminer, moi, c'est possible que je fais ça au complet. C'est ça, donc, exact. Mon exposé comme assureur, c'est tout le pâté de maison parce qu'effectivement, comme Maître Jolicoeur l'a dit, si le feu prend, puis il y a XY problème, il y a un bon vent et un bon feu, il peut y avoir des dégâts assez importants. Puis, aussi, aujourd'hui, un feu qui brûle pendant 15-20 minutes, la maison est finie. C'est terminé. Là, juste avec le dégât de fumée, l'eau pour éteindre le feu, tout ça, 9 fois sur 10, ils vont passer l'appel mécanique à l'intérieur, puis c'est terminé. Là. Ils ne se donneront même pas la peine d'essayer de rebâtir. Donc, ça ne prend pas longtemps là, pour que la maison soit perte totale. Est-ce que le syndicat doit s'occuper dans un syndicat horizontal de maintenir un inventaire sur les assurances privatives, comme on fait souvent dans les syndicats verticaux? Comment est-ce qu'on a avantage à faire ça? La question s'adresse à vous deux, même Vincent de vous de l'assurance, Maître Jolicoeur au niveau du syndicat, parce qu'on sait très bien que d'avoir une preuve d'une assurance une journée peut arriver quelque chose. Puis Vincent, tu pourrais dire pour quelles raisons on peut perdre notre assurance qu'on a contractée. Mais c'est une situation qu'on se fait souvent demander comme gestionnaire. Avez-vous demandé les preuves d'assurance, tout ça? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est intéressant? C'est un must? C'est quoi? Vincent, je vais commencer. Je vous donnerai la parole parce que je trouve que la question est très pertinente. Il y a certains notaires qui font des montages juridiques pour faire passer les maisons comme étant des améliorations alors qu'elles n'en sont pas, et en créant une obligation pour les copropriétaires d'avoir une assurance qui permette la reconstruction. Bon, c'est bien beau tout ça, là, mais dans la vraie vie, l'attestation d'assurance, elle vaut la feuille de papier qu'on vous remet. Parce que demain matin, là, ça se peut que la police soit résiliée, qu'il y a des conditions particulières, que l'assureur n'a pas été au fait et qu'il envoie un avis de résiliation. La seule façon d'avoir un contrôle sur la couverture d'assurance, il faudrait que le syndicat se fasse indiquer comme assuré désigné additionnel sa police d'assurance, qui obligerait à ce moment-là, un assureur avant d'y mettre fin, d'informer le co-assuré. Alors, il faut le faire quand même, de tenir l'inventaire des polices d'assurance. Puis, quels sont les genres d'assurance que les copropriétaires doivent avoir? On sait aujourd'hui, tout dépendant du nombre d'unités, que la loi oblige les copropriétaires d'avoir une assurance responsabilité civile d'1 million ou de 2 millions, tout dépendant de la taille du bâtiment. On va voir aussi parfois des dispositions dans la déclaration de côté qui obligent, c'est plus rarissime, les gens à avoir une police d'assurance pour les améliorations. Et ça peut être pertinent lorsqu'on parle d'une propriété horizontale, si les gens ont rajouté un deuxième étage ou quoi que ce soit, parce que ça serait considéré comme étant de l'amélioration. Mais pour l'essentiel, il n'y a pas un conseil d'administration qui est en mesure d'avoir un contrôle absolu des polices d'assurance en place, parce qu'effectivement, ça peut disparaître du jour au lendemain. Mais peut-être, Vincent, je vous laisserai peut-être compléter là, sur ça. C'est une bonne question, Valérie. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est rarement obligatoire, comme Maître Jolicoeur l'a dit, là, de faire l'inventaire, tout ça. Moi, je ne l'ai pas tant vu que ça. Là. Quand moi, je me trompe, Maître Jolicoeur. Dans les déclarations de copropriété, c'est rarement obligatoire. Ouais. Certains gestionnaires le font systématiquement, d'autres ne le font pas du tout. Il y a beaucoup de variations là-dedans. C'est un gros travail administratif. C'est fou. C'est fou. Là, quand vous avez 50 copropriétaires, c'est 50 dates d'échéance, c'est 50 contrats, c'est 50 suivis à faire. Ça se multiplie vite. Là. Il y a des outils informatiques là, pour gérer ça. Ça se multiplie beaucoup. Je pense qu'il faut regarder la déclaration. Je pense au cas par cas, voir l'utilité pour le syndicat. Je pense que le conseil devrait statuer sur l'utilité pour le syndicat de faire ça selon les caractéristiques de ce syndicat-là. Parce que moi, j'ai absolument raison. Une preuve d'assurance, ça vaut le temps que vous l'avez dans les mains ou à peu près. Le lendemain, le client peut être annulé pour non-paiement. Ou même, la police peut être en vigueur lors de la réclamation, mais le client a fait une fausse déclaration auprès de son assureur. Oublié de dire qu'il y a un dossier de criminel, oublié de dire qu'il y avait eu 12 réclamations avant, oublié de dire différentes choses. Fait que vous, là, vous avez une police, normalement, tout est beau. On arrive en réclamation, l'assureur regarde ça, il dit hey, une minute, cette personne-là m'a fait des fausses déclarations. J'annule tout, j'y retourne ses primes par la poste. Fait que, tu sais, la garantie que ça amène,
est relative, je pense. Ça peut être bon, ça peut être pour conscientiser les gens, pour pas qu'ils oublient, pour s'assurer, surtout dans les cas, par exemple, on a des grosses franchises, on veut s'assurer que les gens n'aient pas de responsabilité pour payer les franchises. Je pense que c'est au cas par cas de voir l'utilité réelle, mais c'est sûr que c'est pas une panacée. C'est pas, je suis 100% d'accord avec M. Lecœur de dire qu'on règle tous les problèmes en a des preuves d'assurance au monde. Là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Ben, c'est un gros travail pour des fois peu. On est peut-être mieux de faire des rappels une couple de fois dans l'année à nos copropriétaires. Pourquoi assurez-vous d'être bien couvert, de faire des petites choses comme ça. Je pense que ça risque d'être mieux et plus positif que de relancer tout le temps, de trouver des assurances parce que, comme on se dit, il y a plusieurs possibilités qu'on n'est pas au courant s'il se passe quelque chose. Mais peut-être quand même, juste pour revenir, je pense que c'est important, là, les notaires qui font des montages juridiques en créant une obligation que les gens assurent leur maison, juste par l'expression qu'on vient de donner, on voit comment ça peut être fragile, ce genre d'obligation dans les déclarations de faits. Puis, il n'y a pas de ça. Les administrateurs, là, courir après les polices d'assurance, on a déjà de la misère à trouver des administrateurs tout court, si en plus on leur met la responsabilité de faire l'inventaire. Moi, je pense que c'est bien de le demander parce que c'est un volet pédagogique, de rappeler à Francine qu'elle doit avoir une assurance responsabilité civile de 2 millions de dollars, de lui rendre service parce que si elle génère un dégât d'eau, ben, elle peut se ramasser à payer la franchise d'assurance du syndicat. Pour l'an qui sont rendus à 250 000 voire 500 000 de franchise d'assurance. Puis il faut penser que Francine, ça fait un dégât d'eau au 18e étage. Ça se peut que le Picasso en dessous de Mme Latreille soit ruiné par son dégât d'eau, puis qu'on la poursuive de façon conséquente pour des montants importants. Je pense que c'est dans l'objectif, dans un premier temps, de protéger les copropriétaires contre les malchances, puis d'avoir également l'information sur l'assurance. Ça peut être utile aussi lorsque on veut mettre en œuvre les différents assureurs en cas de sinistre. Parce qu'en cas de sinistre, là, on est content, surtout qu'on a notre propre expert en sinistre, on est content de connaître les autres joueurs. Tu sais, des fois, là, le copropriétaire peut être à l'extérieur du pays. Là, Valérie, on vous met à l'écran ici une fiche pratique qu'on a sur le site Condo Légal qui s'appelle Copropriété horizontale, là, qui est sur le site Condo Légal, là, qui est d'ailleurs très, très consulté. On a plus de 57 448 personnes qui l'ont consulté, cette fiche pratique-là. Et on explique de façon très vulgarisée comment fonctionne une copropriété horizontale. C'est sur le site Condo Légal dans la section achat. Et ça permet un peu de démystifier le fonctionnement de ce que c'est une copropriété horizontale. Mais de toute façon, Maître Jolicoeur, effectivement, mais c'est tellement facile de trouver pour les gens d'aller sur Condo Légal parce que tu mets un mot, puis tout ce qui est relié à ça, nous-mêmes gestionnaires, on s'en sert pour des fois aller copier un bout à un copropriétaire qui n'a pas saisi une certaine information ou qu'on veut lui faire un petit rappel, naturellement, peut-être pour son assurance ou un règlement quelconque. Bien, effectivement, je comprends qu'il y a 57 000 personnes qui consultent ceci parce que c'est vraiment tellement facile qu'on trouve l'information tout de suite. Effectivement. Alors, il est déjà 20h01. Comme d'habitude, on aurait eu extrêmement encore du jus pour continuer. Merci beaucoup à Vincent ce soir d'être là et à Gaudreau Assurance d'avoir participé à la commandite pour l'émission de ce soir. Merci, Maître Jolicoeur. Toujours un plaisir de vous avoir avec votre vécu et votre expertise. N'oubliez pas, le 5 octobre, nous avons une autre web radio ultra intéressante qui va être sur les appels d'offres. On en a déjà fait une sur les appels d'offres, mais je pense que le monde de la construction a tellement évolué et est tellement occupé qu'il faut s'assurer comme administrateur de copropriété qu'on fait bien les choses pour éviter de les reprendre un peu plus tard. Donc, j'aurai le plaisir d'être avec M. Georges Fallat et Hubert Saint-Pierre, donc deux professionnels et très actifs en copropriété. Donc, soyez des nôtres. Et encore, merci à Gabriel, qu'on ne voit pas, qui est derrière l'écran. Merci Vincent Gaudreau. Merci Maître Yves Jolicoeur. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Merci.